tout ça, je vais le couper. Ok. Tu t'en doutes, hein, là, Oui. c'est l'acclimatation. Ouais, tu sais... Oh, quand même, encore un peu comme ça. Ça fait super rouge. Normalement, ça sera un peu moins rouge au... Donc tu veux dire là, ouais, nos peaux, quoi. Ben, oui. après, moi, je sors souvent rouge en photo. Je pense pas être aussi rouge que ça. Ouais, non. Moi non plus, je sais pas si... Ouais. Non, mais ça... Et puis ça dépend. Puis sinon, je bouge un peu la colorimétrie. Et sinon, après, je m'en fous. Donc, la petite intro. Et puis, c'est y part, quoi. Ok. Alors, concrètement, moi, j'ai pas de plan. Hein, j'y vais comme ça. Ouais, bah, c'est très bien. Ça te va? Ouais, carrément. Alors, ça commence toujours de la même façon. Ouais, ça commence comment? Aujourd'hui, tata, et à la fin, je finis par à bientôt. D'accord. Et je vous dis à bientôt, un truc comme ça. C'est pour avoir des gimmicks, un peu de... Et, tu vois, sur le post Insta, j'ai fait où c'était, etc. Parce que je partage mes vidéos avec où on cause de, où on cause avec. Voilà. Ok. Bah, parce que sinon, j'ai pas d'inspiration. Ouais. Donc, je me donne Très bien. des trucs. Il faut regarder... Aujourd'hui, c'est parti. Aujourd'hui, on est en ville, et peut-être pas complètement. Et ça, on va en parler avec Al, qui est là. De la ville, peut-être de la fête, beaucoup de poésie, et peut-être aussi de la campagne. C'est parti. C'est parti. Donc là, tu te sens bien. C'était pour faire une annonce. Ok. Alors, Al, tu es l'auteur d'un... dans on sait pas trop quoi, mais on va déjà présenter le bouquin. Et on va commencer par remercier Miel qui me l'a offert. Et célébrer les amitiés splendides qui font les rencontres et la poésie, peut-être. Carrément. Je crois. Miel Pagès, on avait déjà fait une vidéo et je suis sûre qu'on va en faire une autre dans pas si longtemps. Tu as publié ce livre, que je ne vais pas pour l'instant le qualifier davantage parce que là, il y a plein de choses différentes à en dire, qui s'intitule Colza et qui est sorti l'an dernier, à peu près il y a 1 an, chez Blast. On le dit tout de suite, Blast en ce moment fait un appel à dons pour continuer à exister. C'est vraiment important que des maisons d'édition comme Blast existent. Donc je vais mettre le lien évidemment dans la description. Et bah, si on ne veut pas donner, on peut déjà acheter. Carrément. Et ça c'est important. Mais je suis mal placée dans ce cas précis pour le dire parce que moi il m'a été offert. Mais j'en ai acheté d'autres. Ça marche. Avec une magnifique illustration de Camille Laforcené. Peut-être que tu veux dire un mot déjà d'illustration ? Je peux dire un mot de l'illustration. Après on va pas le tenir tout le temps, mais c'est parce que moi comme ça je fais une capture d'écran et j'ai une miniature. Bah, de toute façon, il n'y a pas eu beaucoup d'allers-retours sur cette question de couverture parce que du coup, Sol et Karima m'ont proposé cette illustration et j'ai dit oui immédiatement. Et j'aimais beaucoup le travail de Camille et qui d'ailleurs a fait beaucoup de couvertures pour Blast, peut-être 5, 6, et qui a sorti aussi. Celle de Pierre Niedergang aussi là qui vient de sortir. Alors non, ça c'est pas Camille Laforcené. Ah bah tu vois, je me trompe. Mais c'est aussi une couverture que j'aime beaucoup. Eh ben ouais, mais c'est pas Camille. Mais Camille par contre a sorti un livre chez Blast, donc ce qu'on appelle les beaux livres, grand format, qui s'appelle Tel Quel, où il y a à la fois du dessin et à la fois du texte. Et qui parle d'ailleurs, je pense qu'on est sur du féministe gaze, clairement avec ce bouquin, donc en thématique. J'aurais voulu, je regrette de ne pas t'avoir eu avant d'avoir écrit le livre, parce que sinon j'aurais parlé de toi. Ah oui, sur le... Et peut-être de Camille, parce que là je connais pas le livre. Et ça c'est pour dire que le feminist guys, faut s'en emparer et montrer qu'il est partout, enfin qu'il peut être partout. Et l'illustration elle est magnifique. Comment ça s'est passé d'écrire et de publier Colza ? Le avant-texte quoi. Ok, vaste question. Ouais, non mais est-ce qu'il y a une histoire ? Parce que Colza c'est un peu une histoire, mais est-ce qu'il y a une histoire de l'histoire ? Il y a une histoire de l'histoire complètement. Il y avait un premier manuscrit mais qui date vraiment, je pense qu'on est en 2019 et où moi j'ai terminé mes études, je suis partie voyager, c'est un peu les années de formation. Ouais, les étapes un peu classiques, je sais pas quoi, enfin en tout cas c'est très classique, mais ça c'est mon travail de master donc je vais fermer ma grande gueule. Bon, voilà. Sinon on en a pour 3 heures. Donc, je suis partie quelques mois et quand je suis revenue, je suis rentrée dans le Gers, j'avais plus de lieu d'habitat donc je suis allée chez mes parents, chez mon père notamment, et j'ai travaillé dans les silos à grains, j'ai travaillé à l'analyse du grain. Donc il y avait, j'ai vraiment passé la journée dans une salle en somme à analyser dans des machines. Comme quoi la ruralité c'est pas bucolique. C'était pas le plein air. Bon, j'ai aussi fait un peu de castrer le maïs, tout ça, mais principalement voilà. Et j'avais écrit une première version de Colza qui était très différente parce que c'était adressé à une personne en particulier. Donc c'était vraiment un livre adresse qui parlait d'amour et puis notamment d'une rupture amoureuse.
Donc voilà, ça s'adressait à une personne, ça ne parlait que d'une relation, alors que dans Colza, il y a quand même beaucoup de choses qui sont déclinées. Alors, on va rentrer dans le détail, hein, mais c'est pour commencer à mais c'est très bien. Et je l'ai appelé Colza un peu comme ça, parce que je bossais dans ce silo, que ce nom m'est venu direct. Généralement, j'ai des trucs assez intuitifs avec les noms et je cherche pas à aller plus loin. Et je trouvais que ça claquait. Et quand je l'ai envoyé à Blast, je pense 6 mois après, j'ai eu un retour qui disait qu'il y avait des choses qui marchaient dans l'écriture, mais qu'au niveau de la forme... Donc c'est la première version que tu as envoyée. C'était la première version. Que de l'ensemble, il manquait une structuration, il manquait un fil rouge, il manquait juste un déroulé narratif, voilà, quelque chose. Alors, comment tu t'es emparée de cette question? De toute façon, je vais te la poser, mais je connaissais pas cette histoire d'histoire. Et bien voilà. On s'est un peu écrit avec Blast, on s'est mis à peu près d'accord sur les trucs qu'on pensait qu'il fallait travailler, notamment ce problème de structuration. Et après, moi j'ai bossé de façon assez autonome et il s'avère que je voulais reprendre mes études et que j'ai commencé un Master 1 en distanciel à l'université d'Aix-Marseille en éco-poésie. Donc, j'ai été inscrite en Master 1 aussi. Ah, ben génial. Mais en fait, j'ai validé qu'une et j'ai arrêté. Pareil, moi j'ai validé le premier semestre et j'ai arrêté. Ah ouais, c'était même pas le premier semestre, c'était une... Et en plus, j'ai pris une académique alors que je m'étais inscrite pour l'écriture, mais bon, c'était l'an dernier quand je bossais au lycée. Et avec, en plus, le deuil, les emmerdes et tout ça. Mais c'est un petit regret, quoi. Ah ouais, mais il était super, moi aussi, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Enfin, c'était une belle réconciliation avec le master, puisque j'avais moins aimé celui que j'avais fait en création littéraire. Et oui, du coup, comme c'était un master en recherche et création, et qu'il y avait eu cette réponse de Blast, je me suis dit, j'ai qu'à tout compiler, j'ai qu'à bosser sur Colza dans le cadre du master. C'est ce qu'appelle ce genre de master aussi. Carrément, je pense. C'est ce qu'ils veulent, qui est un projet indépendant, soit de recherche, soit de création, soit des deux. Je pense qu'on reparlera de la recherche-création au niveau des masters dans d'autres vidéos, mais c'est cool d'en dire quelques mots, quoi. Ouais, et du coup, il y avait vraiment un suivi projet. Et il fallait notamment problématiser son projet d'écriture. Ce qu'ils appelaient une aporie, c'est ce conflit de prime abord irréconciliable et puis qui va finir par un tierce chemin. Et donc vraiment c'était une application, c'était intéressant parce qu'il y a des personnes qui pouvaient à la fois mener des mémoires dans ce projet, à la fois des projets d'écriture, mais finalement la méthode était la même. Ce qui était surprenant pour moi, on m'avait jamais filé une méthode de travail, de mémoire pour faire de la création. Et en fait, ça m'a vachement aidé de me poser ces questions-là. Et c'est à ce moment-là que sont arrivés beaucoup les enjeux de ruralité, urbanité, en me disant peut-être que la tension au début, elle se situe là. Apparemment, il y a quelque chose d'inconciliable, en tout cas qu'il faille quitter le milieu d'origine pour advenir, ou en tout cas atteindre ce devenir queer. Et du coup, ça me semblait intéressant que ce soit ça l'aporie et que ça soit ça le fil rouge. Et c'est comme ça qu'après j'ai eu l'idée, je me suis dit, tant qu'à faire, ça s'appelle Colza, il faut en faire quelque chose. Donc après, il y a ce personnage qui est arrivé, du coup, il y a les mythologies qui sont arrivées, c'est comme ça que ça s'est mis en place petit à petit. Et alors, comment c'est arrivé? Parce que là, c'est passionnant, j'ai envie d'avoir la suite, quoi. Ouais. Et alors je pense que d'abord, c'est parce que il devait y avoir plusieurs envies parallèles, et il y en avait une, c'est sûr, c'était de sortir de mon cadre habituel, qui était d'écrire de l'autofiction, qui était d'écrire à la première personne, le récit situé au jeu. J'avais envie d'essayer des nouvelles choses, j'avais envie d'essayer et de la fiction et de l'adresse à la troisième, enfin écrire à la troisième personne. En délocuté, comme on dit. En délocuté. C'est le délocuté en linguistique. C'est super. Ça me fait beaucoup rire, le délocuté. C'est délocuté, donc j'avais envie, voilà. Ouais, et puis peut-être même que des fois le délocuté est culotté, voire déculotté, mais ça c'est une autre question. On va y vraiment, c'est vraiment. Et je t'avais dit que je ferais des blagues nulles. Hein. C'est très bien. Ça commence. C'est parti. Il faut pas que ça me... À chaque fois, ça me... Ah, je suis désolée. Non, t'inquiète. C'est moi qu'il faut que je rattrape mes Non, mais fils. tu dis, il y a donc il y a eu un personnage qui est arrivé, donc Colza est devenu le personnage. Alors, ouais, je pense que c'est arrivé par les mythologies. Ok. Donc, ce que j'appelle les mythologies, c'est ces passages... Je sais pas, je peux montrer. Oui, tu montres parce qu'il y aura quand même des gens qui vont regarder. Ça, c'est le moment où on arrête la vaisselle pour regarder qu'il y a des passages qui sont graphiquement en italique, intercalés. Et ça, c'était évidemment quelque chose dont je voulais te parler et surtout t'entendre parler. Ouais. Alors, je sais plus comment le premier est arrivé, mais voilà, il y avait ce désir d'écrire à la troisième personne et d'écrire des fictions. Et bon, là, on peut carrément dire que c'est même presque je sais pas, on pourrait parler peut-être de SF, même si on n'est pas sur des modes anticipatoires, mais en tout cas, c'était des endroits où je me suis sentie très libre d'investir beaucoup d'images, c'est très foisonnant.
presque trop. Je pense qu'il y a énormément d'adverbes, d'adjectifs. Non, mais je veux dire, il y a un côté très riche. fastueux. Et je pense que je voulais verser là-dedans. Je dis lâcher les chevaux du lyrisme. Et invoquer beaucoup d'images et que tout soit possible, quoi. Tous les éléments sont convoqués. Il y a des animaux, il y a des plantes, il y a les étoiles, il y a les astres, les choses. Il y a un mot que tu n'as pas prononcé, mais tu tournes autour, c'est celui des pics ou de cosmogonie. Pour moi, ce sont des moments épiques. Oui, carrément. Complètement épiques. Oui, et donc, quand tu parles de mythologie, tu as quelque chose d'homérique qui apparaît, mais dont le sujet n'est pas homérique. Tu n'es pas en train de faire la guerre, et encore que. Je pense qu'il peut y avoir un petit vocabulaire. Il y a des choses comme ça. Est-ce que tu veux en dire un? Et puis, pour le coup, on entre dedans. Quoi. Carrément. Alors, parce que, donc, pour que tout le monde. On suit bien, on repère. Globalement, donc, on va suivre le parcours du personnage de Colza qui devient Colza. Ouais. Et il y a des moments du parcours de Colza qui sont en fait c'est globalement linéaire ou temporel, même si c'est pas très précisé, il n'y a pas de date, il n'y a pas de choses comme ça. Donc ça, c'est aussi, ça fait partie des éléments qui donnent à l'ensemble une empreinte mythologique, en fait, de fait de pas avoir ces dates et d'avoir un parcours archétypal dans lequel on peut se projeter en tant que lectrice. Et voilà, il y a ces moments comme ça qui vont scander au niveau de la structure, mais qui sont eux-mêmes des moments de scansion. Et c'est pour ça que je pense vraiment aussi à l'épopée, qui est quand même au départ un genre très oral. Ouais, carrément. T'en choisis un? Ouais, j'en ai un, j'enlève mon pull. J'ai chaud finalement. Je pense qu'il avait froid. Non, c'est tranquille. Allez, j'étais ouvert à cette je vais le dire quand même encore un peu avant, après j'en avais relevé quelques-uns. Moi, j'ai commencé à lire Colza dans le métro pour aller t'entendre en perf. Je l'ai fini dans le métro du retour. Ok. La perf a vraiment... Donc ça, c'était à Montreuil, il y a 2 mois. Ouais. C'était le slap, je crois. Le slap, ouais. Et donc, c'était vraiment génial. Et je t'ai réentendu hier avec Miel avant et toi ensuite, toujours à Montreuil, à la Parole errante. La performance, pour moi, fait vraiment partie du texte. Mais ça, on en reparlera peut-être plus tard. Ouais, mais c'est pour ça que je suis vraiment très contente que tu lises. Trop bien. Et bien, c'est parti. Visage blanc comme la peau du lait sur le pied de la vache, cheveux noirs comme l'aile d'un corbeau qui s'évente à l'augure. Le bruit court que Hélène Dosé est sortie de la cuisse d'une jument modelée dans l'écume de la mer Méditerranée. À 4 ans, elle remaniait le ciel pour y inscrire sa signature. À 10, elle chevauchait les vagues. À 11, jouissait dans les rouleaux. À 16, se drapait de nacre et domptait la tramontane. Lorsqu'elle rencontra Colza dans une discothèque de la Ville Rose, Hélène Dosé marqua son territoire en lui ferrant le cou avec sa bouche. Le suçon, à ce qu'on raconte, persévéra 9 mois sur la peau de Colza, à califourchon sur la carotide, dans un chatoyant dégradé de rose. 9 mois, pendant lesquels elles s'unirent dans un coït incendiaire qui consomma tout le mobilier et jusqu'à l'appartement qui abritait leurs ébats. On dit que les flammes de l'incendie twerkèrent 24 heures durant, que des pompiers ultra-virils et bodybuildés se relayèrent à tour de bras pour maintenir d'énormes lances à eau en direction du brasier, qu'au travers de l'épaisse fumée noire, on distingua, telle une météorite incandescente, Hélène Dosé scellée à Colza au moyen d'un membre rose fluo qui affluait depuis leur vagin dans de reptiliennes vibrations électro-orgasmiques. Le bruit court qu'il fallut les dissocier, leur corps pris dans une chrysalide placentaire de sang, de cyprine et de suie. Après quoi, elles se toilettèrent longuement et mutuellement. On raconte que Hélène Dosé rasa le crâne de Colza en passant sa langue aiguisée dessus, à plusieurs reprises. Que les cheveux en tombant boisèrent les jambes de Colza et qu'aussitôt, dans un froissement de muscles, un corbeau en sortit qui s'envola, emportant avec lui Hélène Dosé, languide et nue sous les couvertures alaires de l'oiseau. C'est ici que leurs chemins se séparèrent, ouvrant la brèche d'un insatiable appétit dans l'estomac souterrain de la ville. C'est ici que Colza, crâne rasé et corps poilu, fut sacré butch entre les butch, médaillé Gwyn de combat. Voilà. Merci beaucoup. Tu veux en dire quelque chose? Celui-ci, en plus, je l'aime beaucoup. Il me fait beaucoup rire. Je pense qu'il y a ce côté très... je pense qu'on pourrait en dire plein de choses des mythologies. Du coup, effectivement, je voulais, quand tu parlais de contes tout à l'heure, toutes ces petites formulations, on raconte que, le bruit que... Donc ça, voilà, ça existe à chaque fois dans la mythologie, ça revient et ça scande et ça structure.
Pareil pour les noms, je voulais qu'elles aient des noms d'héroïnes badass, de comics, de guerrières, mais voilà, quelque chose de vraiment épique complètement. Écolégramme, pardon. Écolégramme, non mais ça n'a aucun sens. Épique, d'accord. J'y suis. Non mais là je vis dans une BD de Gottlieb, faut. Ah ouais, non mais... Et oui, je voulais surtout que ce soit des moments assez lumineux. Parce que du coup je savais qu'il y allait, à chaque fois c'est des petites mythologies érotico-lesbiennes, on va les appeler comme ça. Il y a vraiment cette dimension érotique, en tout cas il y a deux personnes, enfin Colza et une autre personne à chaque fois. Et plutôt en ce qu'on a en termes de représentation lesbienne, enfin moi qui m'a accompagnée quand j'en ai cherché en étant adolescent, c'était des choses qui sont souvent pas joyeuses, c'est souvent des drames. Il y en a souvent une qui se suicide. Enfin, bon, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'amour heureux, surtout chez les lesbiennes. Non, oui. Elles sont punies à la fin. Oui. Donc et c'est aussi pour ça que les questions de gays, pas forcément que le féminisme, mais aussi le queer gays, sont extrêmement importantes pour faire advenir des horizons, peut-être des fois, en fait, confortables. Je te parle de confort, mais confortable, heureux, optimiste, et alternatif, et qui ne soient pas pris dans le male gaze, qui aussi pornifié, mais de façon plutôt hétéro. Voilà, ça, c'est un peu je sais pas, je peux tu fais bien, carrément. C'est un peu sur les questions quand même un peu importantes. Oui, il y avait en tout cas ce gros enjeu, c'était à travers ces mythologies et du fait que ce soit très foisonnant, très vivant en fait, juste je sais pas tant, mais il y a toujours des trucs un peu, tout est lié au cosmos, aux éléments autour, et que ce soit des histoires joyeuses, des histoires belles, des histoires vivantes, des histoires révolutionnaires, enfin qu'il y ait vraiment cette énergie. Et aussi marrante du coup, moi ce passage il me fait rire avec les pompiers ultra bodybuilders, enfin il y a un complètement, et puis elles font tellement l'amour qu'elles brûlent leur enfin juste voilà, je voulais que c'est ce ton là qui soit super léger et il structure aussi dans le sens où j'ai l'impression à chaque fois que Colza atteint une étape supérieure via aussi ces histoires là. Oui, ça fait comme... Alors, pas non plus comme un jeu vidéo où on passe de méchant en méchant, mais il y a une gradation qui structure l'ensemble du livre. Une fois, il y avait une personne avec qui j'avais fait une rencontre qui s'appelle Rizzo, et qui est illustratrice. Et celle qui animait la rencontre autour de Colza, elle disait vraiment ce truc que j'avais pas forcément internalisé, mais qu'on est souvent... on se représente à soi-même lesbienne à deux. C'est-à-dire que... j'ai l'impression qu'il faut qu'il y ait quelqu'un d'autre pour qu'on se dise c'est bon, je le suis maintenant, ou je le suis devenu. Et donc du fait que peut-être il y ait cette structuration où il y a souvent cet autre personnage qui entre en jeu, c'est qu'il y a une espèce de truc d'entrer dans le lesbianisme et que ça se fasse, qu'on soit en tout cas deux ou au moins deux. Parce que, alors tu parles de la réciprocité et d'amour successive en fait. Mais parce que le parcours de Colza, c'est un parcours qui est spatial, avec des allers-retours, mais qui est aussi un parcours identitaire, c'est méga moche, mais de construction de soi. Et de construction de soi comme un soi qui est en mouvement, mais qui s'assume à la fin comme étant ce mouvement. Ça, c'est très romantique, c'est vraiment un ami, là, c'est une force qui va. Mais en fait, là, ça devient plutôt une force qui devient Colza, un peu en permanence. Mais c'est... sur un passage comme ça, moi tu dis léger, je suis d'accord sur léger, mais avec le souffle cosmique. Mais un souffle cosmique qui ne se prend pas complètement au sérieux, qui peut avoir de l'humour, tu vois. Un truc de plutôt dans ce genre-là. Bon, moi tu me fais penser à Wittig par moment, mais je sais pas si tu es une grande lectrice de Wittig ou un grand lecteur de Wittig, je pense pas trop. Mais non, pas tant, mais en tout cas, c'est intéressant qu'il y ait ces mêmes jeux de reprise de très grands motifs. Je sais pas à quel point ils sont conscients ou pas, les motifs épiques. Parce que là, un motif épique, tous les on raconte, c'est la rumeur. Les gnons, c'est évidemment les épithètes homériques qu'on retrouve, alors qui sont en même temps un peu bouffons, etc. Et sur tout ce qui est de l'ordre de la cosmogonie, enfin comment ça passe, le rasage de crâne comme une étape identitaire, ça c'est des choses qu'on va trouver dans les chansons de gestes aussi, tu vois, mais qui sont des gestes qui sont repris et remotivés avec de nouvelles significations, on va dire contemporaines pour être large, mais queer en fait, très complètement. La transformation du couple et donc la façon dont ça projette sur le monde, c'est en plein dans l'hypalage, tu sais, ils allaient obscurs sous la nuit solitaire.
Tu vois, quand tu inverses oui. les deux, et où ça amène ces jeux de transfert entre soi et le monde, mais donc un soi qui est un soi par... je sais pas si c'est vraiment le couple ou la relation, tu vois, mais c'est un soi qui va toujours être en relation et qui par l'autre est en relation avec le monde. Moi j'aime bien cette idée en tout cas, ouais. De relationnel, mais même là le sacre en fait on a vraiment l'impression de oh là là tu sais c'est Arthur Durandal mais en fait t'as des registres qu'on appelle le burlesque c'est un registre de la dissonance. Alors, en fait t'as deux burlesques, t'as l'héroïque comique et le burlesque pur, c'est en fait quand tu vas avoir un registre haut pour raconter des choses basses ou l'inverse. Et là moi ce que je trouve génial, c'est que tu as un registre haut pour raconter des choses qui deviennent hautes et non pas dont tu te moques. Tu vois ? Et que le registre haut, donc noble, épique, tu vois, là je parle en termes du 17e, au niveau de la stylistique, ils sont, et avec tous ces voilà, le sacre ou des choses comme ça, parce qu'il y a aussi beaucoup de sacrés, mais en fait j'ai envie d'aller dans toutes les directions. C'est un parcours. Mais ça permet... Enfin, tu vois, tu pourrais avoir un truc où ça rendrait les choses ridicules. Et moi, je trouve qu'en fait, elles ont une véritable aura grandiose. Et par exemple, l'esthétique des pompiers super bodybuildés qui débarquent, bon, là, t'es en plein... t'es en série Z au mieux, ou dans des esthétiques... je sais pas moi, kitsch érotique, quoi, tu vois, sur les... Oui, moi je pense à cet illustrateur qui faisait à un moment donné tous ces PD bodybuildés en cuir, j'oublie toujours son nom, mais... je suis pas très bonne en bodybuildé, mais ça c'est... Fallait le retrouver. Mais il y a quelque chose qui appartient à une esthétique kitsch, mais dont le côté pompier en fait est franchement assumé, que la grandiloquence, et c'est pas une grandiloquence qui ridiculise, et ça faut vraiment le dire, quoi. C'est pour ça que tu vois, quand tu dis c'est léger, ouais, mais voilà, il y a comme un truc qui est complètement dedans, mais qui en même temps assume ça, et c'est hyper important de l'assumer. T'es pas en train de... il faut pas se ridiculiser, c'est pas le but de ridiculiser. Oui, mais c'est... Et avec, tu vois, ce truc extraordinaire, qu'on a aussi dans le corps lesbien, mais de l'être chimérique, tu vois, que devient le couple. Oui. Ah oui. Et ça, c'est aussi un truc qui parcourt le recueil et qui va passer par des transformations corporelles ou des prothèses ou plein de choses. Enfin, là, je sais pas si tu as envie de reprendre le bâton de relais à partir de ces éléments-là. J'avais les syllabes, on va pas s'en sortir. Si, non, mais c'est super intéressant de l'entendre, parce que je pense qu'il y a plein de process qui, comme tu le disais tout à l'heure, sont de l'ordre aussi de l'inconscient quand on écrit, et c'est pas un hasard qu'après il y a des motifs qui reviennent et qui se répondent. Et donc ça, je pense, c'est quelque chose que intuitivement j'ai dû suivre, mais pas forcément conscientiser, le truc du devenir chimérique à deux. Et effectivement, sur la prothèse, il y a tout un passage où il y a ce qu'on appelle du coup les packers, donc l'utilisation de packers, qui est une prothèse de pénis en silicone, et qui se met dans le boxeur pour reproduire l'effet de la bosse, et que aussi bien des personnes en transition F2M, ce qu'on appelle en anglais female to male, mais des personnes transmasques, quoi, utilisent. Alors, comme des... ça, il faut quand même qu'on l'explique, parce que je sais que c'est compliqué, mais c'est-à-dire des... Si tu veux, vas-y. Des personnes qui transitionnent, qui font une transition de genre, et donc qui sont assignées, par exemple, femmes à la naissance, et qui vont décider de faire une transition sociale ou médicale, vers le masculin, ou en tout cas, après, il y a aussi beaucoup de personnes, de plus en plus, qui contredisent le fait de quitter un endroit pour aller à un autre. Que je veux dire, déjà, quitter un endroit, c'est déjà quelque chose, donc plutôt la désidentification, et pas forcément la renaturalisation. Voilà. En tout cas, quitter un endroit. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont aussi se dire non-binaire, comme ça, et donc n'appartenir, ou alors parfois appartenir aux deux genres, ou à plusieurs genres, ou à aucun genre. Voilà, mais ça, c'est parce que les genres sont des constructions sociales. Que l'on pense naturel, mais en fait la nature c'est un grand discours de l'ordre. Normalement ça c'est bon, j'en parle souvent, mais pour avoir une synthèse, parce que je sais qu'on est écouté par des gens très différents là. Ouais, carrément. Donc c'est aussi l'occasion de faire le petit topo.
Et donc les accessoires comme le Packer permettent de jouer ces rôles sociaux. Ouais, par exemple. Ouais. Sans être et il y a des personnes qui l'utilisent aussi, qui font ce qu'on appelle le drag king, donc de la performance, là pour le coup, de genre. Donc là, le but, c'est de aussi venir jouer sur les stéréotypes de genre. Et les drag kings, c'est les personnes qui vont genrer, mimer en tout cas tous les attributs masculins, que ce soit dans la mimétique ou dans le physique, dans l'attitude. Et donc porter des packers ou se binder les seins, c'est-à-dire les aplatir avec tout un tas d'outils. C'est des techniques de drague, quoi, de performance sociale en tout cas. Et qui peuvent, quand tu disais jouer, se jouer aussi sur scène, en spectacle. Oui, carrément, oui, jouer, c'est très... Ah oui, j'explicite carrément. Pour que ce soit plus clair pour les gens qui vont nous écouter, même si là tout de suite il n'y a personne qui nous écoute en dehors de nous. Et donc là, voilà, donc ça, c'est ces moments donc, que toi tu appelles mythologiques, et ça marche aussi, hein, parce que de toute façon, les liens entre mythologie et épique, je pense qu'ils sont assez nets, qui scandent, découpent ou synthétisent, ou moi je sais pas trop dire comme ça, mais un texte qui est quand même, alors qui lui est plutôt en romain, donc qui n'est pas en italique, et qui m'a donné moi l'impression, donc globalement dans le parcours, tu parlais d'un fil narratif tout à l'heure, identitaire, plutôt à la troisième personne aussi, là, non il est plutôt à la deuxième personne, là il y a la deuxième personne, c'est les passages mythologiques qui sont à la troisième. Oui, là on rentre dans le jeu même, hein. Ouais, là c'est la première personne, là, c'est la première personne. Oui, je suis liée partout, non mais là j'avais été tellement happée par la mythologie, donc il est à la première personne, donc ça fait des moments aussi de en soi, hors soi, et vu de l'extérieur, ce qui parle aussi de ce qu'est l'amour fou, hein, quand on se voit aussi vivant quelque chose comme un grand roman d'amour dont on est même en train d'inventer toute la composition. Et ce parcours-là, moi il y a des choses qui, tu vois déjà, au niveau de la typographie, sont quand même assez marquantes. Il n'y a pas de majuscule au début des phrases. Et c'est vrai, ça m'a donné l'impression d'une continuité. Et en même temps d'avoir juste des moments comme ça de respiration, mais d'atténuation de la ponctuation, et donc de resserrement de tout ce qui se passe. Je sais pas si ça a été quelque chose, pourquoi pas de majuscules, comment t'en es venu là, comment tu les as écrits ces passages après les mythologies. Alors pour les majuscules c'est assez anecdotique, mais à ce moment-là je lisais un bouquin de Lynn Betasamoke Simpson qui s'appelle Cartographie de l'amour décolonial, qui est publié à Mémoire d'Encrier. C'est une personne issue de tribus primo-habitantes au Canada. Et je pense que est-ce qu'elle avait des intentions politiques? En fait, elle a écrit ce bouquin sans majuscule, Cartographie de l'amour décolonial. Donc je pense qu'il y a une idée aussi de mettre à bas cette majuscule qui peut-être vient représenter, là pour le coup, le colonialisme, la blanchité, mais aussi peut-être quelque chose de juste très straight, en fait, que ce soit un ordre hétérosexuel ou un ordre colonial. Même de phallique. En tout cas, il y a quelque chose de peut-être de mis à plat, mais moi, c'était pas mon intention. Il n'y avait pas l'intention politique de me dire je vais mettre à bas symboliquement la majuscule. C'était plus que quand je l'ai lu, ça m'a fait le même effet que toi. C'est-à-dire que d'abord, on voit quelque chose de très compact parce qu'il n'y a rien qui arrête l'œil. Et en même temps, quand on lit, ça a ce côté fleuve, ça se déverse. Et j'ai tellement apprécié que je me suis mis à... Des fois, je vais pas plus loin que ça, je me mets à faire des choses. Travailler le rythme, c'est quand même déjà pas si mal. Je me suis dit, go, j'ai envie d'essayer ce que ça donne. J'ai essayé et ça fait écrire d'une façon différente, ça fait ponctuer d'une façon différente. Et c'est des choses toutes bêtes comme ça qui permettent des fois de décoincer quand on a des blocages dans un projet. Et est-ce que ça fait performer aussi d'une façon différente, peut-être? Moi, je pensais que c'était lié à... Tu veux dire scéniquement? Ouais. Et des fois, je trouve que le point a beaucoup moins d'importance que quand il y a une majuscule. Du coup, ça fait que quand on le lit, après qu'on le met en voix, on se peut-être permet plus de se réapproprier ou de réinventer une autre rythmique, parce que des fois, on peut oublier qu'il y a un point ou le zapper. Il a ce côté où il se voit presque pas. Et, il se fait discret. Ouais, il se fait discret. Du coup, je pense que ça peut changer quelque chose au niveau de la diction. Mais j'en ai vraiment l'impression, en tout cas au niveau de la lecture, ça marche. Et avec quand même d'autres scansions, donc de temps en temps il y a des petits losanges qui découpent, comme il peut y avoir des étoiles. Il y a des paragraphes, alors sans alinéa.
globalement. Oui. Je suis pas très alignée. C'est vraiment visuel, juste. Voilà. Donc, alors, on va peut-être quand même le montrer comme ça aussi. Hein, alors, il y a un petit losange ici. Boum. Pour les gens qui veulent voir la typo. Et il y a, de temps en temps, il y a des noms propres avec des majuscules, mais vraiment pas beaucoup. Ouais. Et les italiques, là aussi, sur les passages en italique des mythologiques, il n'y a pas non plus de majuscules, il faut quand même le préciser. Oui. Est-ce qu'il y a un passage, par exemple, en romain que tu aurais envie de lire pour qu'on entende? Là, comme ça, je sais pas de quoi on a parlé sur lequel on peut rebondir. Non, mais moi, je vais te faire rebondir, attends. C'est mon boulot, c'est mon job. Alors, il y a aussi au niveau de la structuration, il y a un prologue et un épilogue. Ouais. Ça, c'est des termes qui ne sont pas forcément courants pour des textes narratifs. Ok. Bon, parfois dire introduction ou quoi. Enfin, ça fait un peu cinéma ou théâtre. Et est-ce que tu as eu besoin d'avoir des moments de seuil, d'ouverture, de clôture? Eh bien, les choses sont arrivées petit à petit, parce que même le prologue, je l'ai écrit à la toute fin. C'est le dernier truc que j'ai écrit. Donc, je pense que oui, peut-être ça venait clôturer quelque chose, mais finalement, en amont, pour moi, ça venait dire ce qu'il fallait avant de rentrer dans l'histoire. Il y avait juste ce qu'il fallait. Et je pense qu'il se tient à lui-même, c'est un texte super autonome. Moi, je pense que c'est mon moment préféré du bouquin, a posteriori. Et il existe déjà comme une petite entité, et pour moi il pose exactement les bonnes billes après pour donc j'aime bien cette idée de prologue épilogue. Je trouve qu'ils ont vraiment une densité différente, ils sont comme des longs monologues parce qu'ils sont quand même fragmentés, mais ils ont cette unité propre et ils sont très oraux. Ils sont très oraux. Ils se répondent. Oui, ils se répondent, et ce que je trouve intéressant, c'est que quand on raconte une histoire ou un parcours, globalement on va commencer soit in medias res, soit ab ovo. C'est-à-dire soit on va commencer au milieu de l'action, soit on va partir ab ovo, c'est-à-dire depuis l'œuf. Et c'est le début de Star Wars, tu vois, il y a très longtemps. Et en fait, toi, le point d'origine, c'est pas non plus la naissance du jeu ou quelque chose comme ça. C'est un moment d'enfance. Et c'est en fait l'identité de l'enfance et les activités de l'enfance qui définissent l'enfance. Et ça, c'est une façon de décaler les choses, peut-être au souvenir, plus qu'à l'existence de la personne, ou en tout cas de la personne... en tant qu'elle est consciente de choses, et que cette conscience, elle va bouger au fur et à mesure. Et ce que je trouve hyper intéressant dans ce passage, et donc là en fait je vais t'inviter à le lire un moment, ça va être aussi ce qui le scande, et qui là a l'air d'être plus proche d'une voix d'un jeu lyrique. En fait, c'est le statut du présent que tu utilises. Et peut-être qu'il vaut mieux que tu le lises pour un passage. Un petit passage, parce qu'il est un peu longué. Qu'est-ce que je peux lire comme passage? Je peux lire ce passage. Celui qui te plaît le plus, là tout de suite. Même sans justification de pourquoi lui, enfin, il y a pas toujours des raisons. Hein. Ok. Je lis un livre. Lire un livre, c'est se reconnecter. Ok. Lire un livre, ça veut dire qu'on est déconnecté et qu'on doit se reconnecter. Ok. Mais comment se reconnecte-t-on? Physiquement, je veux dire. Comment passe-t-on du livre à la réalité? Je lis un livre qui me raconte comment je me suis déconnectée. Un livre, plus un livre, plus un livre, plus un livre, égale un grand mensonge couplé d'un grand complot. L'histoire est une menteuse. L'histoire a un sens, l'histoire n'a qu'un sens, le sens du progrès. L'histoire est une flèche. L'histoire avance et je n'ai pas les jambes. Ok. L'histoire qu'on m'a racontée n'est ni la mienne ni la seule, vraiment. J'avais le corps, la force, la joie, l'amour. J'avais tout pour faire sens dans le monde. J'avais tout pour être connectée. J'avais tout pour dialoguer avec le vivant. J'avais tout pour être du vivant dans du vivant, m'emboîter, faire partie d'eux, construire avec. Bon, petit passage. Qui est super. Et en tout cas, je sais que je l'ai écrit en dernier, ce prologue, et je pense qu'il me touche toujours quand je le relis, parce que pour moi, il est habité, et ça, c'est un grand enjeu, j'ai l'impression, quand j'écris, c'est d'essayer de reconnecter avec des émotions qu'on peut ressentir à un moment donné, qu'ensuite on perd, c'est-à-dire, par exemple, la colère. Moi, je sais que j'ai des moments où je peux être très habitée par la colère, et ensuite, ça s'en va, et j'arrive pas comment à reconnecter ou à retrouver, à un moment donné, cette sensation-là, pour pouvoir l'écrire. Ça me semble important de pouvoir écrire de façon juste la colère ou de façon sensible.
Et je crois que d'avoir fait ce master à l'époque en éco-poésie, ça me faisait réaliser que je venais reconnecter avec des choses de mon enfance, où il y avait eu un rapport, une préhension au monde qui était très évidente, avec tout ce qui est de l'ordre du vivant non humain, où j'avais l'impression de faire partie d'eux. Moi, je vivais vraiment dans un petit hameau, donc entouré de nature, ce qu'on appelle nature, en tout cas aujourd'hui, dans le terme générique nature. Voilà. Et on remet aussi en question en tant que nature. Oui, voilà, ça, oui, complètement. C'est d'autres vidéos. C'est un autre grand débat. En tout cas, tout ça était de l'ordre de l'évidence. Et là, je me voyais à, je sais pas, j'avais 25 ans, et devoir lire des bouquins pour essayer de reconnecter avec quelque chose qui, à un moment donné, avait été intuitif pour moi. Et ça me mettait dans une telle colère de me dire comment on m'a dépossédé apparemment de tout ce corps qui faisait sens à un moment donné. Qu'est-ce qu'on m'a fait, qu'est-ce qu'on m'a enlevé, qu'est-ce qu'on m'a retiré pour qu'aujourd'hui, il faille que j'aille chercher dans des livres, dans de la théorie, dans des trucs, des choses qui ont été évidentes à un moment donné. Et je pense que ça me mettait très en colère. Et je pense que c'est ce qui habite beaucoup Et peut-être même le parcours où Colza devient le nom du personnage, oui. Enfin du jeu, quand finalement il n'est plus à la campagne, oui. mais en ville. Oui. Ouais, mais ça s'est fait aussi vraiment. Des fois, j'oublie que Colza et qu'il y a ce moment de fusion. Je pense que je l'ai fait dans une logique, encore une fois, de narration, en me disant c'est peut-être la clôture la plus évidente qu'il y ait à ce moment-là, que l'alter ego devienne. Ou serve d'eux. Il y a ce truc d'enfiler comme un costume, donc ce qui va bien toujours avec ce truc de héros, de épique. Donc on enfile le costume et hop. Mais c'était pas quelque chose qui était présent au début en tout cas. Ça s'est vraiment décidé et dessiné progressivement. Et parce que je tenais à ce qu'il y ait quand même cette trame narrative assez claire. Enfin, qui n'est pas non plus de... Ouais, qu'on puisse suivre, ce soit un roman d'initiation, quoi. Donc avec peut-être les étapes phares. Tu dirais que c'est plutôt un roman ? Alors... Allez, les pièges, bam. C'est toi qui as dit le mot. C'est moi qui ai dit le mot. Bon, il est classé en roman, déjà, ça c'est sûr. Il n'est pas... Enfin, c'est comme ça que le répertorie... Enfin, Blast n'a pas tendance à répertorier les bouquins après. Non, mais c'est aussi un des intérêts de Blast. Voilà. Mais toi... Mais en tout cas, il y a les diffuseurs après, puis il y a les libraires après, et tout ça. Et moi... je dirais roman par facilité parce que c'est narratif et parce que c'est en prose, alors qu'il y a de la poésie en prose. Après, c'est pas parce que pour moi on dit roman que ça enlève la poésie. Enfin, j'ai l'impression que c'était le grand jeu des définitions, mais on sait déjà que la poésie c'est pas nécessairement versifié, c'est pas non plus nécessairement rimé. Donc à partir de là, la poésie c'est plus une façon d'eux. Et du coup, ça se trouve. Voilà. Donc ça se trouve dans absolument tout après. Et ça, c'est. Dans le théâtre. Le regard de connexion. Du jeu enfant qui est un regard, j'ai envie de dire naturel, en tout cas évident. C'est aussi un regard poétique qui se construit au fur et à mesure du texte. Et qui est de plus en plus présent et qui passe notamment par la propre dénomination. Et ça qui, dans l'épilogue, s'affirme comme autodénomination. Et là, en ça, il y a initiation. Mais sur cette initiation... Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même donc une initiation par les autres, et donc beaucoup de portraits aussi, qui scandent et qui sont en contrepoint des moments mythologiques au niveau du ton. Et et qui vont passer aussi par les actes de nommer, de dénommer, de désigner, et de désigner des identités provisoires finalement, quelque chose comme ça. Alors c'est pas vraiment une question là, c'est des remarques. Je me dirais que je suis en colloque. Mais est-ce que ça t'inspire des choses ça qu'on peut regarder aussi du côté de l'épilogue, mais on va spoiler. C'est pas très grave. Non mais effectivement, donc les mythologies servent toujours à introduire ensuite une personne qui va apparaître. Donc c'est comme si tout le monde, je veux dire, à la fois il y a le jeu qui a son alter ego fictif qui est Colza, et à la fois les personnes qui sont nommées avec des prénoms dans le bouquin ont aussi leur alter ego fictif ou mythologique ou épique qui les précède, donc qui précède leur arrivée dans la chronologie. Et oui, je pense que le truc que tu dis que c'est nommé, au bout d'un moment il y a la dernière personne qui vient amener aussi le pronom masculin, le il, et vraiment ça j'ai l'impression que c'était constitutif. C'est comme on disait au début,
il y a quelque chose qui se fait à deux pour qui définit dans la relation à deux, mais je pense que c'est le regard de l'autre de manière générale et qu'il a juste super incarné dans une relation intime. Mais sinon, je pense que c'est en termes d'expérience, de vécu, c'est vivre le fait que on est d'abord nommé par l'autre, et c'est ça qui vient, même, je veux dire, même les termes homo, même tout ça, c'est d'abord on apprend qu'il y en a et que c'est comme ça qu'on va être. C'est par l'injure souvent, c'est par la peur de ce qui va être. Qu'on s'approprie après mais là, justement, ça vient plutôt par des mots d'amour que par des mots d'injure. Les dominations, après, les je sais pas, j'allais te dire les propositions pronominales, enfin, ou le changement pronominal, enfin, ce sont des mots d'amour dans un sens large, ça peut être du jeu, ça peut venir aussi avec, là, tu vois, je vois Thérèse et Isabelle. Pour le personnage de Manon, donc il y a aussi d'autres modèles qui sont amenés par d'autres personnes et donc qui diversifient au fur et à mesure et qui amènent comme une prolifération et un chemin dans cette prolifération et qui est le chemin de Colza dans le texte. Et oui, donc il passe par ces relations, mais moi il me semble que ça, et les lectures et les différents modèles, et j'ai l'impression qu'il y a comme une espèce d'égalisation. Quand je dis ça, on dirait que tout est plat, mais dans le foisonnement, il est autant sur les accessoires, les prothèses, les livres, les films, les musiques, les personnes, les personnages, enfin, tu vois, et que finalement, tout nourrit le personnage de Colza à devenir Colza lui-même. Oui, en tout cas, j'aime beaucoup cette idée. Mais il n'y a pas de devenir seul, quoi. Enfin, il n'y a pas de... Il n'y a pas de devenir seul, mais c'est aussi le tout nourri. D'ailleurs, tu vois, tu as des références à la fin. Oui, je pense que j'en ai oublié plein d'ailleurs. C'était une intention de les mettre. J'ai mal fait mon travail de relecture. Mais oui, il y a beaucoup de références et aussi à la culture pop. Je pense que ça c'était important de dire. Ouais, c'était important de. Bon, je peux citer vite fait, je pense, Butler ou Preciado et qui sont cités. Voilà, qui sont cités. Et je voulais pas que ce soit les seules références qui existent dans le livre, qui soient des références quand même peut-être de culture légitime, en tout cas universitaire et tout, et qui est des références à la culture pop pour déjà qu'il n'y ait pas de hiérarchie comme ça au niveau de ce qui nourrit. Et aussi parce que moi, mes premières références étaient les cultures populaires, c'était de regarder Skins notamment. Et oui, j'aimais bien, je parle souvent d'idées d'hyperlien, j'aimais bien qu'il puisse y avoir ces entrées-là, et on imagine que comme un hyperlien, ça ouvre une fenêtre, et j'essaie souvent de quand même déjà dessiner l'ouverture de cette fenêtre, par exemple quand je parle de Brokeback Mountain, de dessiner un peu la figure des cow-boys dans la brume, avec voilà, de créer ces petites images, parce que c'est ça finalement, on est quand même traversé de plein d'imaginaires qu'on porte des fois depuis l'enfance ou depuis l'adolescence par des références de culture pop et qui nous habitent en termes de représentation. Et qui sont parfois problématiques pour le jeu, je pense au personnage de Shane. Oui, Shane dans The L Word, la grande série lesbienne. Je suis sur le passage de Brokeback Mountain si tu veux un autre exemple, mais je sais pas si tu veux dire un mot, mais moi je trouve aussi intéressant que les représentations de culture, pop ou pas, ou académique, ou littéraire, ou artistique, ne soient pas forcément pris en tant que tels, ou seulement des modèles en fait. Oui. Et... surtout, on peut parler de ça, de The L Word. Enfin, déjà les représentations lesbiennes, comme on l'a dit avant, étaient rarement des modèles. Donc, il y avait ce truc où il fallait se contenter de ce qui existait. Tu veux que je... si tu le sens. Ouais, bien sûr. Je trouve que c'est un passage intéressant. Ah oui. Non, mais moi, je viens de le finir, enfin de le refinir. Ouais, mais tu connais donc, c'est là, je l'ai trouvé, c'est... Ah oui, il est bien, oui. J'ai été lesbienne avant d'être féministe. J'ai été une lesbienne avec un imaginaire hétéro. Il n'y avait pas de modèle. Où sont les lesbiennes? Où vivent-elles? À quoi ressemblent-elles? Sur quoi je devais me baser pour devenir Gwyn? Il fallait le féminisme, le militantisme, là où il n'y avait eu que The L Word, et pour seul exemple de Butch, Shane, la croqueuse de femme. Shane et sa peur de l'engagement, Shane, la baiseuse compulsive, Shane et son incapacité à parler de ses sentiments, produit dérivé pur jus d'une virilité mutique et nocive. Si je n'étais pas une femme, quelle autre option s'offrait à moi si ce n'était celle de performer la masculinité, de soulever des kilos, de lever des jolies filles comme un gibier dans la langue de l'hétéropatriarcat et de n'être rien de nouveau,
sinon l'incarnation biaisée d'une façon d'être homme dans un corps de femme. De prendre les armes que j'avais sous la main pour me venger de n'avoir pas su exister pendant plusieurs années. D'exister enfin en surjouant les mœurs masculines, ferré que j'étais au complexe de l'homosexualité. Réparer en reproduisant la binarité et la misogynie. Je peux m'arrêter là. Oui, non, mais c'est un petit bout. Je trouve que c'était important comme moment sur... parce que là, on voit dans ce passage déjà que la construction de soi par les autres et par la culture, elle n'est pas une reproduction et qu'elle est profondément questionnée, on va dire, dans ses fondements éthiques, mais même esthétiques, et à énormément de niveaux. Et ça, cette complexité, elle est quand même affrontée dans ton texte en permanence. Et c'est quand même un texte qui affronte. Je ne vais pas dire qu'il confronte, tu vois. Je n'ai pas l'impression que c'est un texte qui soit un texte de combat ou d'engagement. C'est pas un pamphlet, c'est pas du tout ce genre de choses. Mais qui essaie de se mettre vraiment face aux choses et aller voir telles qu'elles sont, telles qu'elles ont été, et toujours au présent. Qui fait qu'on est là, à ce moment-là. Tu sais, dans les valeurs du présent. Carrément. C'est ce qu'on appelle le présent historique, qui donne l'impression d'être toujours un présent d'énonciation, et donc d'être dedans. Oui, j'adore. Mais la prof de français. Non, mais le présent de narration historique. Et carrément, il y avait beaucoup cette idée de visibiliser. Alors, on parle souvent de romans de construction, mais de visibiliser aussi que la déconstruction qui se joue. J'ai l'impression que dans beaucoup d'œuvres aujourd'hui qu'on peut lire en littérature queer, que ce soit de la théorie ou des œuvres de fiction, des fois on arrive directement, tu parlais tout à l'heure de média res, mais peut-être directement dans ce devenir queer, qui crée beaucoup cette pureté militante, cette image de la personne déjà déconstruite, donc il y a toutes les bonnes façons de fonctionner dans le rapport à l'autre, dans le soin, dans le care, qui est pas misogyne, qui est pas ci, qui est pas ça. Moi je voulais vraiment montrer que tout ça c'est pas évident, que c'est pas parce qu'on est lesbienne qu'on n'a pas de la misogynie intériorisée pour soi et pour les autres. On a grandi dans la même société que tout le monde, et d'autant plus quand on vient rejeter une assignation qui nous a été donnée. Je pense qu'il peut y avoir un truc un peu violent comme ça, donc à l'égard où on fait une espèce de melting pot et on rejette tout le féminin en bloc, et donc ça peut en plus venir exacerber des sentiments de misogynie parce qu'on le refuse chez soi, et donc on vient le rendre peut-être comme quelque chose de pas désirable. Et donc ça me paraissait en tout cas très important de dessiner, et notamment en termes de misogynie intériorisée, le fait que il y en avait eu dans mes relations, que j'en avais, et que c'est quelque chose qui se déconstruit, qui se travaille, qui est pas inné, et qui est pas une qualité à coller, qui serait naturelle en fait. Oui, voilà. Que rien n'est naturel et que tout se construit. Et que je dis bien se construit et pas tout est construit, c'est-à-dire qu'on y participe aussi individuellement. Mais sans être seul dans cette construction, bien sûr. Il y a un passage que Wendy Delorme, et c'est peut-être le moment de signaler que tu as fait la postface de la réédition du premier livre, je crois, de Wendy Delorme, il y a peu de temps. Alors, je suis même pas sûre que ce soit son premier, parce que je sais pas s'il n'y avait pas eu avant... Je pense pas que ce soit son premier. Ah bah alors, mais mes excuses. Ouais. Ah bah peut-être. Je sais pas, j'ai mal fait mes devoirs si Wendy... Mais bon, et que, ça a l'air d'être un très beau texte que je n'ai pas encore lu, mais il me tarde. Et celui de Wendy et ta postface, enfin de Wendy Delorme, moi je la connais pas. Mais c'est la mère, la sainte et la pile, du coup, Et là, la pile à lire, elle est un peu immense, mais ça en fait partie, clairement. Et dans tout cas, alors, attends, ce que je voulais dire sur ça, je l'ai vu sur son Insta, je crois que c'était en story, partager un passage justement sur ses relations et sur le fait que Colza joue dans ses relations quelque chose de l'ordre d'une masculinité prédatrice, mais c'est pas ça non plus, ça c'est trop, mais on va dire très séductrice, et en jouant des complicités avec les hommes. Tu parles d'un extrait qui soit dans... oui, carrément. Dans Colza. Et donc là, tu vois, quand tu parles des relations complexes, moi, alors ça c'est un passage, je vais l'avouer, qui à la première lecture a été compliqué. Ouais, je comprends. Et en le relisant, c'est mieux passé là, tu vois, tout à l'heure, mais qui est pas évident justement pour montrer que les rôles sociaux, ils sont
les rôles sociaux, ils sont pas assignés, mais enfin, on est modelé d'abord par des rôles sociaux et des assignations masculin-féminin, et dans un modèle diadique. Mais que cette sortie des rôles sociaux, elle n'est pas non plus évidente parce que c'est pas un parcours, c'est plein de choses en même temps. Et ça, c'était justement quelque chose que j'avais trouvé problématique, pour prendre un mot très contemporain qui lui-même est problématique, dans les relations, quoi, tu vois, parce que avec quelque chose de l'ordre de l'objectification, de l'appropriation d'un male gaze, enfin des choses de cet ordre-là, et qui, en relisant, m'ont paru plus mises à distance, ou en tout cas posées comme quelque chose qu'il fallait interroger, et j'ai trouvé ça précieux. J'espère que c'est ce qu'il en ressort, parce que vraiment, ça continue de me faire très peur à la lecture de Colza, les différentes façons dont on peut le lire, et je pense que j'ai beaucoup douté, et je pense qu'une des facilités c'était d'enlever ces moments-là, parce qu'on sait qu'il y a une confusion aussi qui est créée entre la personne qui écrit et la personne qui reprend, et le jeu en fait qu'on emploie, donc ça crée et donc moi j'avais très peur de ce qui pouvait être projeté sur moi. Et puis il y a eu quelques critiques quand même qui ont tu parlais de prédation, mais qui ont dit c'est des trophées de chasse, Colza c'est un bouquin de trophées de chasse, vraiment qui ont joué sur cette succession de portraits par exemple qui pourrait faire penser à une galerie de chasseurs. Oui, c'est des choses qui moi me font terriblement peur que ce soit la seule chose qui soit comprise, parce que j'espère que justement on passe pas à côté de la nuance qui est dit que je montre ça, mais je dis pas que c'est bien, je le montre parce que je pense qu'il faut l'écrire, pour moi, c'est plutôt, on parlait de pureté militante, mais pour moi, c'est un acte militant de visibiliser les étapes par lesquelles on passe, et à un moment donné, quand on a été de mèche et qu'on a contribué à des mécanismes de prédation, de male gaze, d'objectivation, je voulais les écrire, sinon ça sert à rien de faire comme si... je trouve que c'est un acte, pour le coup, politique de mettre table sur... de montrer, de faire... pas de blanche, comment dire, mais juste de le visibiliser. Et par contre, dans le récit, montrer qu'il y a quelque chose qui est en évolution, qui bouge, et que ça, c'est critiqué au sein même du récit. Et tu vois, moi, j'ai envie d'aller plus loin, mais sur les effets de ton texte... cette galerie de portraits qu'on pourrait voir comme une galerie de trophées de chasse ou quoi, moi je trouve pas, parce que ça tu peux en avoir l'impression quand tu lis des épopées à la Ulysse quoi, et que tu écoutes les tables d'à côté dans les troquets, tu le vois le tableau de chasse, ou tu l'entends, mais moi j'ai plutôt l'impression que tes portraits sont des célébrations et qui sont toujours des portraits complexes aussi, et de personnes qui sont présentées dans des habitudes, alors biographiques ou pas, c'est pas la question qui m'intéresse quoi, mais qui sont présentées dans des habitudes, dans des quotidiens, des caractérisations, et où on sent qu'il y a quelque chose de l'ordre du moment où on va s'apprivoiser en s'approchant, où on apprend à se connaître par ce qui transparaît, ce qui se révèle, donc tout ce qui fait du jeu amoureux en fait, ou pré-amoureux ou post-amoureux, parce que ça peut aussi être les souvenirs qui amènent ce genre de choses, mais qui est du péri-amoureux, amoureux et péri-amoureux, et peut-être péri-amoureux, parce que je vais pas pouvoir m'en empêcher. Mais là, c'est une galéjade plongeon. mais tu vois, je voyais plutôt vraiment comme ça, plus comme des... tu vois, le mot famage, je sais pas s'il collerait à ce niveau-là, peut-être, ou hommage, mais moi, j'ai plutôt envie de dire des célébrations, en fait, à ce moment-là. Et parce que il y a quand même... plusieurs choses que je trouve vraiment importantes dans ton bouquin, c'est l'importance du sacré dedans, et l'importance ou le lien que le sacré peut avoir avec le cul, l'importance du cul dans le livre. Donc on y va. Allez, Dieu et les fesses. Non mais il y a quelque chose, tu vois, quand je parle de célébration, tout à l'heure on parlait des mythifications, de figures héroïques, de quelque chose qui devient cosmique, qui est de l'ordre d'une cosmogonie, donc les cosmogonies c'est la création du monde, donc qui commence à l'enfance du personnage, et qui après voilà, on attend le tome 2 mais c'est qui pourrait continuer, mais moi j'ai vraiment eu l'impression qu'il y avait quelque chose d'absolument sacré déjà dans l'attention ou le regard porté par le jeu lyrique ou le jeu narratif sur les choses, qui va quand même les sacraliser, et qui a quelque chose qui donne l'impression de rituel pour des gestes quotidiens, et ça qui va passer par l'écriture. Et je disais hier soir à Miel quand on rentrait de Montreuil
que il y a plusieurs moments, tu vois, ça m'avait frappé au moment de la perf, où tu vas faire une liste de choses très concrètes avec une métaphore. Et en fait, qui peut avoir quelque chose de cosmique ou de transcendant au milieu, et que ça va tout élever dans tes énumérations, dans tes listes. Et ça, c'est des trucs, bon, quand on le dit, ça, on se dit, super, il y a une recette, on peut le faire. Bon, c'est pas l'idée de est-ce que tu as pensé à te faire des listes, genre du sel, du poivre et Dieu. Non, mais ça, pour le coup, pareil, je pense que c'est de l'ordre de... Tu vois, le rapport au sacré, c'est pas des questions que je me pose. Alors, comment il habite mes textes ou comment il infuse? Est-ce que, effectivement, comme tu dis, c'est un rapport en tout cas à la quotidienneté, en tout cas au désir Moi, je pense que je suis quelqu'un d'assez rituel, par exemple. Matérialiste dans le sens où j'aime bien le peu de choses qui m'entourent et j'aime bien avoir des habitudes, et donc je pense que j'investis beaucoup de choses dans des petites choses, dans des petits objets, dans des petits gestes. Je mets beaucoup. Alors est-ce que ça retranscrit, ça transparaît dans l'écriture, le fait que j'ai ce soin. Et après, je pense que vraiment dans le rapport au sacré et à la poésie, je pense qu'il y a des liens énormes à faire. Et moi, il n'y a pas longtemps, j'ai lu un bouquin sur... ça s'appelait Voir l'invisible, je crois. C'est une personne qui avait fait des études et qui avait suivi tout type de personnes croyantes dans diverses religions. On voit même des choses beaucoup plus ésotériques. Et qui faisait une étude sociologique, donc, qui analysait un peu les process, les discours, et qui disait en gros qu'il ne s'agit pas de savoir si y a une entité supérieure qui existe ou pas, il s'agit de savoir comment les personnes investissent cette relation, qu'est-ce qu'elles y mettent dedans, quelle énergie. À partir du moment où tu investis une relation, même avec quelque chose de l'ordre de l'invisible, il y a un lien qui se crée et il y a de la réponse. Et en fait, je trouve qu'il y avait des liens assez évidents entre le fait que pour moi, la poésie, c'est voir au-delà des choses. Et que je pense que le sacré, c'est aussi voir au-delà du visible, voir au-delà des choses. C'est savoir qu'il y a quelque chose derrière les choses. Et pour moi, dans la poésie, il y a vraiment ce geste d'aller voir, d'aller pousser le regard pour le forcer à un endroit. Et aussi parce qu'il y a toujours un nouvel angle de vue à amener. J'aime bien j'adorais, j'aimais bien lire Boris Vian quand j'étais ado, et il dit tout a déjà été dit 100 fois et beaucoup mieux que par moi, c'est pourquoi quand j'écris des vers, c'est que ça me plaît et je vous chie au nez. Il le dit à sa façon, mais moi ça m'avait vachement décomplexé longtemps. J'adore regarder ce truc en tête, je me dis bah oui, tout a déjà été dit 100 fois. Et par contre, il y a peut-être toujours un nouvel angle à trouver, quoi. Et j'ai l'impression que stylistiquement, tu vas avoir des emplois d'images, qu'elles soient très concrètes, très littérales, tu vois, des descriptions en fait, tu vois, ou de mentions de choses du quotidien, ou de la culture, peut-être pas commune, mais enfin queer, par exemple, les cultures pop, enfin dans les exemples qu'on a donnés, et de métaphores complètement inédites, mais qui vont donner à voir ou à sentir, par exemple. Tout à l'heure, l'être chimérique devient le couple, l'appartement qui brûle, pour parler du désir, parce que, sauf si le personnage est incendiaire, mais tu vois, de la métaphore devient littérale et concrète pour aller vers ce partage de la sensation de ce que le personnage, le jeu a senti, toi peut-être pas, ou dans d'autres circonstances, mais c'est pas la question, mais pour aller vers ce partage de sensations, tu vois, et de se donner à ressentir en retour par la littérature, et peut-être à comprendre, avec en plus quelque chose d'hyper didactique, parce que tu expliques vraiment le Baker, etc. Enfin, tu vois, donc qui permet, je vais dire que c'est un mode d'emploi non plus, tu vois, mais qui permet de suivre ce que fait le personnage, ce que vit le personnage, ressent le personnage, et de complètement se projeter dans Colza, tu vois, au fur et à mesure du texte. Bah oui, ça en tout cas, je pense que c'est une très bonne chose je pense que je voulais pas faire, on parlait d'accessibilité, tout à l'heure, je sais plus pourquoi je parlais d'accessibilité, mais oui, peut-être au niveau de la trame, de comment elle se décide via des jalons assez classiques. Je pense que oui, je voulais en faire un objet qui soit quand même super facilement appréhendable, et pour plein de personnes, quoi. Et je parle de romans d'initiation, et les romans d'initiation, ils sont estampillés aussi young adulte ou jeunesse, et il y a ce truc-là qui traverse Colza, je pense. C'est un bouquin d'initiation. Moi, j'adore la période de l'adolescence, je trouve qu'elle est fascinante. Je pense que c'est ce qui me... je voulais travailler là-dessus aussi, sur Colza,
Enfin, c'est souvent dévalorisé, ce que soit la young adulte, par exemple, c'est dévalorisé en termes littéraires. Et l'adolescence, c'est pas des sujets... Enfin, les tracas sont pas censés être nobles ou dignes d'intérêt. Donc, je sais pas. Oui, mais parce que c'est pas, je sais pas moi, comme avoir une panne de voiture ou de chaudière. Pas savoir ou savoir de qui on est amoureux, amoureuse, évidemment, c'est moins important. Quoi. Voilà. Vraiment beaucoup moins. Mais Blast, quand elles définissent un peu avec ce besoin qu'il y a toujours de qualifier les livres. C'est aussi des questions de distribution de marché. Quoi, oui, carrément. Mais Karima parle, je pense, d'essais poétiques. Ouais. Et en fait, avec cette qualité qu'aurait la littérature, par rapport peut-être à l'essai, d'aborder des choses, des thématiques, des sujets forts, qu'ils soient d'actualité ou pas, via le sensible. Et donc, je pense qu'il devait y avoir quand même... je dis il devait, parce que c'est dur des fois de se rappeler quels étaient les enjeux d'écriture. Mais je pense qu'il y avait cet enjeu-là pour Colza, c'était aussi d'aborder, comme tu dis, via le sensible. Ouais. Et vers le sensible, pris en grand. Tu vois, toujours avec cette dimension épique qui peut être parfois outrée et même comique. Mais sinon extrêmement attentive, mais ça c'est des choses qu'on a alors dans des registres extrêmement différents, mais chez Sarraute, chez Arnaud, là je pense à des autrices quand même qui ont pas mal de points communs, qu'on peut retrouver chez Wittig dans le Poponax, enfin et chez d'autres autrices évidemment, hein, mais qui permettent comme ça ces focus qui font qu'on s'y sent, et avec aussi... Tu vois, la culture pop, elle permet aussi enfin pop ou d'autres signes de culture, mais les mentions culturelles, un peu largement, quoi, vont permettre aussi de mettre en place des signes de connivence, donc qui parfois ne sont pas des connivences évidentes, et qui parfois le sont plus, et qui, moi, à mon avis, dans ton texte, ne sont pas là pour donner des gages d'appartenance à la communauté ou à telle ou telle communauté, mais qui sont presque un jeu, avec les discours les plus à la surface, comme ça, qui peuvent transparaître et devenir un peu clichés, un peu stéréotypés, mais aussi amusants, et que tu t'en amuses en les écrivant et en faisant comme des moments, des étapes dans la construction ou la déconstruction de Colza. Oui. Oui, moi je pense que quand tu dis c'est pas des références qui... Enfin, je pense qu'il y a quand même ce côté un peu private référence. Enfin, il doit y avoir quelques... Enfin, il y a des private jokes aussi, quoi. Mais je sais qu'il y a ce plaisir, je pense, c'est ce qu'on dit, c'est qu'est-ce qu'on partage en termes de références culturelles qui créent une communauté. Et moi, quand j'étais ado, j'allais beaucoup, du coup, de fait de ne pas connaître physiquement d'autres lesbiennes. Tout se passait en virtuel, d'où aussi l'importance qu'il y ait beaucoup ces références virtuelles. Et ça se passait sur des forums, des trucs. Et c'est là que tu te sens appartenir pour la première fois, juste parce que tu crées ce réseau de références communes. Et du coup, moi, ça me fait toujours ce petit truc quand je capte que j'ai une référence commune avec quelqu'un en termes de... Mais vraiment, c'est ces films obscurs que tu peux voir, qui datent de... Je sais pas, et où les représentations sont ou regarder des séries de 6 saisons juste parce qu'il y a un personnage secondaire dans la 3e saison qui, tu vois, enfin, c'était vraiment et du coup de partager ça avec des personnes, et je sais que ça me fait plaisir moi quand dans un livre ou dans un film je reconnais ce genre de citation, et c'est vraiment là que tu sens le partage de... Et en montrant aussi la poésie, tu vois, et pas juste ce serait de la série B ou Z ou machin, ou de la pop culture dévalorisée, mais ça donne toute la charge affective, mais aussi une charge poétique. Tu vois, de son. C'est ce que je te disais tout à l'heure, d'ouvrir ces fenêtres-là. Et au bout d'un moment, il y a par exemple Gina Gerson d'Unbound, je parle. Et donc j'essaie d'amener des éléments visuels. Alors après, je sais pas trop d'où ça me vient, cet aspect visuel. Je pense que c'est vraiment vouloir faire cette référence à cette culture populaire visuelle. Et donc ouvrir ces petites fenêtres cinématographiques où on peut voir une scène. J'aime bien, moi, même pour des tableaux, même une scène de série ou de film, ça m'amuse beaucoup de la mettre en mots. Qu'est-ce que ça donne, qu'est-ce qu'on retient, qu'est-ce qu'on a... Alors c'est marrant parce que là tu parles d'un modèle cinématographique, mais moi j'ai l'impression que tu avais quand même un modèle assez musical, et peut-être parce que je t'ai entendu sur scène, accompagné
et je vais plus retrouver le nom. Je vais avec Monkey. Voilà, mes excuses les plus plates et immensément plates. Mais avec l'accompagnement musical, les scansions, moi j'avais c'est plutôt le référent musical. Les références d'ailleurs à la fin sont plutôt musicales en pop culture. Et oui, en fait, ça marche aussi en termes de cinéma parce que ça fait aussi comme des scènes qui sont déliées les unes des autres. Et qui donne l'impression de voir des épisodes, les uns après les autres. Oui. En tout cas, en termes de références musicales, j'ai plus trop de souvenirs dans Colza. Mais oui, je pense qu'il y a des classiques comme Bronski Beat avec... comment elle s'appelle la chanson Small Town Boy. Tu l'as... Donc c'est le jeune... pareil, le jeune homo de campagne, en fait, qui part à la ville, à Londres... Oui, donc il y a des petites références comme ça. Et je sais pas, après, si tu veux qu'on dérive sur le côté père. Moi, je t'ai demandé tout à l'heure, avant qu'on tourne, si ça avait été écrit pour faire des perfs, et tu m'as dit non. Je me suis dit, oh là là, c'est dingue, ça marche tellement bien. Oui, et comme on s'en est un peu parlé tout à l'heure, ça n'a pas été écrit sciemment pour que ce soit lu, c'est sûr. Mais du fait que j'ai fait. Pas lu à voix haute. Après, je pense que peut-être c'est un leurre, parce que j'ai tendance quand même à faire de la scène ou à déclamer. J'avais écrit un recueil de poèmes avant Colza que j'avais fini par mettre en forme scénique, donc j'aurais pu me douter que j'aurais envie de mettre Colza sur scène. Mais oui, de fait, comme j'ai fait longtemps du théâtre et que j'ai longtemps pratiqué en tout cas le fait de mettre en bouche des textes, je crois que ça vient... J'ai lu beaucoup de théâtre contemporain aussi à une époque. J'aimais beaucoup, j'allais en voir, j'en lisais. Et donc je pense qu'on peut retrouver ça dans mon écriture aujourd'hui, cette forme orale. Enfin, je pense que oui, l'oralité dans le texte, ça m'intéresse. Ça m'intéresse que... Enfin, pour moi, ça va pas vouer à rester non plus enfermé dans le bouquin, donc j'ai envie que ça sonne. Mais c'est très présent, notamment dans les prologues et épilogues, avec la scansion du c'est ok, c'est ok, c'est ok. Et qui donne l'impression de deux voix ou d'une voix présente et une voix passée qui se répondent dans le même texte et dans la même énonciation. Et ça, c'est très fort, quoi, ça marche vraiment bien. Et où à un moment, on sait plus si c'est ok ou pas, enfin... Et donc, comment on va faire Ça, c'est dans les questions qui sont un peu sous-jacentes. Et après, sur l'oralité, mais t'en as quand même lu pas mal, je suis peut-être pas trop mais comme tu veux, moi j'adore lire. Alors, peut-être un passage érotique. Ouais. Est-ce qu'il y en a un qui te ferait plus envie que les autres? Toi, tu penses à quelque chose? Parce que alors, hier, j'ai lu une mythologie qui est érotique. Ouais, qui est super. On peut lire un bout de celle-ci. Je sais plus laquelle c'était. Je vais la retrouver, Mala Lolvevog. Hop, elle est par là. Voilà, on peut lire ce passage, c'est très bien. Colza officie, son menton pluvieux dans l'encolure évasée du con. Passe sa langue sur les lèvres gercées comme une brûlure et dans les coutures intérieures d'une jolie couleur parme. Avec ses doigts, posés sur la motte enherbée qui surplombe la vulve, elle tire doucement la peau pour décapuchonner le clitoris, le piège entre ses lèvres, puis le suce en dardant la langue. L'abdomen de Mala se contracte, les reins encaissés sous le poids d'un troupeau de fauves avides et le ventre pillé de spasmes. Entre ses omoplates, le ciel a creusé sa niche avec une faucille. Quelques astres fiévreux et semés dans son sang fusent dans ses veines en cherchant la sortie. Et son cœur, tapi dans son sexe, siffle tel un passereau éploré, une chanson d'Alicia Keys. Voilà. Petit passage. Alors, merci beaucoup. Avec plaisir. Les passages érotiques, ils sont les mises en relation les plus absolues dans les relations d'amour. Mais moi, il me semble qu'ils sont aussi des célébrations du cul, quoi. Du cul, du plaisir, de la sensualité, enfin... et de pratiques qui vont elles aussi connaître un parcours et qui permettent une connaissance de soi et de l'autre
en permanence. Je sais pas si là t'as envie de rebondir. Si, je peux essayer de rebondir. Je sais pas, des fois j'ai l'impression que C'était lequel? Ah, on était là, excuse-moi. On était exactement sur Colza. Ouais, pardon. Tu veux dire de rebondir non, pas en lisant. Hein. Oui, non, j'avais l'impression que tu voulais... Oui, bah, en tout cas, ce passage, complètement, c'était sur cette mythologie, je m'étais dit, je ne vais que... Je pense qu'à chaque fois, je me donnais un mini-objectif, comme c'était des petites parties qui formaient pareil, un tout. Et là, je voulais raconter une scène de sexe. C'est tout l'objectif, même si à la fin on explose encore, comme une fois tu dis, on sort peut-être de la relation à deux et on invite, il y a un imaginaire entier qui vient s'engouffrer, il y a beaucoup d'images qui viennent s'engouffrer dans mais ce passage-là, je veux bien que tu le lises. On peut le dire comme ça on va je veux bien, je te demande s'il te plaît. Non, oui, carrément. Un bref instant, Colza pense, je peux mourir ici dans l'action. L'amour décapite. Un bref instant, Colza n'est plus seulement elle-même. Elle est à la fois le lapereau arrondi dans la laine du chien et les chevaux des mains contre la joue du ciel. Le réveil matin dans le sexe de l'adolescent et la voiture emboutie dans le platane. La dernière pise de l'animal avant froidure et les doigts de l'ostéo sur sa trachée. Le gant en latex de la dentiste dans sa bouche et les catcheuses scellées par un god sur YouPorn. La lame de cutter qui dégoûte rouge dans le lavabo et le cul comme un sprinkler qui chie le stress d'avant-scène. Le shampoing de la coiffeuse et la pêche qui jute sur l'avant-bras. L'appartement étudiant surchauffé et ce grumeau de sang sur sa langue qu'elle dépose comme un béco, un bouton de rose gâté au-dessus du nombril de Mala Lolvevog. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et là, tu as la description. Alors, on va quand même le rappeler, écrire des scènes de sexe, c'est probablement ce qui est le plus difficile. Non, mais c'est extrêmement difficile. Ouais. Houellebecq en sait quelque chose. Oui. Le maire aussi. Donc, là, clairement, on a les contre-exemples absolus. Carrément. Non, c'est extrêmement dur. Et tu vois, là, j'ai une anthologie de textes érotiques écrits par des femmes. C'est très décevant. C'est très, très décevant. Et il faut vraiment chercher en littérature, à mon avis, plus contemporaine pour trouver des... Donc, notamment chez toi, pour trouver des scènes bien mieux écrites et bien plus intéressantes. Mais c'est extrêmement difficile. Et sur ce dernier paragraphe de cette partie mythologique, on n'est plus, ou on est encore dans la scène de sexe. Donc, on est peut-être dans ses effets, mais dans quelque chose qui n'est même plus une identité, mais qui est dans la relation la plus concrète, avec le geste du dépôt de la goutte de sang et dans l'anéantissement total de soi ou dans la vision de son anéantissement. Et ça, peut-être que c'est... Enfin, toi, quand tu parles d'initiation, peut-être que c'est aussi... Moi, j'ai l'impression que tu es quand même dans une écriture qui va chercher des formes de limites, tout en restant lisible, et qui passe notamment par la narration ou la représentation ou la mise en texte d'états qui peuvent être limites. Ah oui. Et qui passent notamment par l'érotique et qui vont chercher quelque chose donc qui est presque indicible, qui va mettre en danger le jeu lyrique, le soi, l'identité du soi, et qui lui permet d'être globalement éclaté, de se reconstruire et de se déconstruire à nouveau et de mieux se construire, tel un super Lego. Mais tu vois qu'il y a quelque chose dans cette recherche des limites qui toujours reste lisible. Ça, on sent que c'est quelque chose qui va là. Et c'est vraiment ce paragraphe-là qui m'a fait, parce qu'en l'entendant hier, en le relisant ce matin, où je me suis dit, oui, il y a quelque chose de l'ordre de la limite. Du là, plus loin on pourrait plus, mais qui n'est pas non plus en train de freiner devant, qui va aussi loin que c'est possible. Mais j'aime beaucoup cette lecture. Je suis ravie. Mais oui, mais en plus, moi, j'ai fait du théâtre longtemps, et puis longtemps avec particulièrement un professeur qui m'a beaucoup marqué, mais pas que pour des bonnes raisons, mais moi, j'ai été biberonnée au Eros et Thanatos, le couple, voilà. Et je pense que ça m'a bien, quand on est dans un cerveau adolescent, ça travaille bien, et c'est vraiment resté quelque chose, à la fois avec toujours ces endroits
moi j'essaie de plus en plus de déconstruire ces endroits de fascination là, mais la fascination est inhérente en tout cas des imaginaires qu'on a créés qui lient Eros avec Thanatos. Et je pense que dans cet extrait là il y a quelque chose, en tout cas tu parles de la limite, mais de la limite du vital, vu qu'on a quand même beaucoup d'images qui viennent évoquer la mort. Oui, la mort complètement, ou l'imminence juste avant la mort, ou alors tu vois, non mais si on le prend vraiment en détail, si tu me le permets, elle est à la fois le lapereau arrondi dans la laine du chien, donc là t'es dans l'avant, dans la mise en danger extrême, les chevaux des mains contre la joue du ciel, là t'es en métaphore absolument lyrique, splendide, en plus très bas, très concret, très haut, très cosmique, avec en plus la joue du ciel qui rappelle le beau doigt de rose. Boum, en retour épique. Non mais ça permet que toi une espèce de remotivation, tu veux marquer le beau doigt de rose, c'était ridicule, il fallait être le premier. Le réveil matin dans le sexe de l'adolescent, boum, image très concrète, et en même temps là tu sais plus si c'est complètement concret ou métaphorique, mais quelque chose où tu sens que c'est plus de l'ordre du seum que de l'imminence mortelle, quoi. Enfin j'espère, même si tous les matins sont durs. La voiture emboutie dans le platane, bah t'es juste après, mais t'es pas dedans. Enfin la voiture est dans le platane, mais t'es pas dans le moment du décès, par exemple. La dernière piste de l'animal avant froidure, ben là en fait c'est tué en post-mortem. Les doigts de l'ostéo sur sa trachée, donc là j'imagine sa trachée plutôt de colza. Mais dans quelque chose donc, qui est un risque, mais qui normalement est un geste de soin, puisqu'on parle de l'ostéo. Le gant à latex de la dentiste dans la bouche, une image éminemment désagréable. Enfin, en tout cas, moi, les gens qui lisent vraiment mon blog de presse savent que quand je vais chez le dentiste, je dis que ça fait aussi désagréable que le gynéco, et je fais l'inverse chez le gynéco. Et le cauchemar pour moi, c'est d'avoir les deux en même temps. Donc, et avec une image, porno, qui suit. Donc, en fait, ce qui est le geste désagréable d'intrusion, voit une autre intrusion, mais qui finalement est vue de l'extérieur, mais qui peut aussi ressembler à une dissociation, en étant vue de l'extérieur, et qui est normalement un geste de plaisir, et d'un plaisir qui est quand même agonistique par la lutte, les catcheuses. Ah non, mais tu vois, avec toujours les images chimériques, etc. Ah ben on y va, non, on y va, hein, là, et là encore, on n'est que dans les images, hein. La lame de cutter qui dégoûte rouge dans le lavabo, là ça parle d'automutilation. Enfin, sauf si on parle de mauvais rasage, mais c'est clairement l'automutilation. Mais en même temps, avec cette image, c'est extrêmement visuel, parce que rouge dans le lavabo, on voit rouge et blanc, la plupart des lavabos sont blancs. Et cette lame de cutter de Beaux-Arts, elle est déjà dans le texte, en fait. Donc on a des effets d'écho. Le mot rose, par exemple, qui veut pas être Toulouse, la peau, la vulve, etc., revient assez souvent aussi, ou le godin en plastique, enfin. Donc il y a comme tout un parcours, et c'est intéressant que le même rose soit celui du godin en plastique et des vulves et de la ville. L'air de rien. Et ce qui va dégoûter d'un côté, à son inverse, le Springler de merde. On se rappelle que Cartman a une bière explosive avant le passage sur scène, donc alors avec une comparaison, mais qui est vraiment pas du tout ennobissante. Enfin, ou qui, non, on n'est pas sur un truc ennobissant, mais en même temps très concret, et qui tire un lien quand même entre colza et possiblement le Al-Baila qui a écrit le texte, possiblement, moi je dis pas. Possiblement à ce moment-là. Mais avec deux scènes, tu vois, de mêmes mouvements qui se répondent en inversement et en parallèle. Ensuite, le shampoing et la pêche, qui jute. On se rappelle que juter, c'est aussi un mot à connotation érotique, comme la pêche peut avoir des connotations érotiques, mais on est sur des gestes qui sont plus loin tout en contenant aussi l'érotisme. Donc là, je pense que le shampoing il est plutôt agréable, comme la pêche. Non, moi j'adore les shampoings, mais c'est pas forcément le cas de tout le monde. Et la coiffeuse, on avait aussi un lavabo, par exemple, quand on est chez la coiffeuse. Donc on a des images extrêmement. Alors là, qui donnent l'impression. Tu vois, tout à l'heure, je te parlais d'un clip. Tu vois, sur une image, l'autre, les cuts. Des choses qu'on peut aussi trouver dans le cinéma expérimental comme ça, mais qui sont très présentes. C'est aussi les images de MTV, quoi, en fait, tu vois, qui ont pu nous nourrir. Dans les effets de montage très rapides, mais comme les cuts dans la 7ème lèvre de Miel Pagès. Cut. Oui, de toute façon, cinématographique. Et hop, l'appartement, le grumeau de sang, hop, on est allé très loin, on revient. Tu as peut-être, je sais plus de quel film parle Iris Bray en parlant d'une nana qui avait voulu faire un film érotique avec notamment un orgasme et en incorporant de femmes, donc des chevaux sur une plage, des images de nature, etc. Tout ça pour représenter l'orgasme et que c'était pas passé avec les producteurs hommes.
Et donc là, il y a quelque chose de cet ordre-là, enfin, tu vois, de la représentation poétique de ça, donc sur ce qui est un orgasme, l'état limite de on est très proche de la mort, et puis l'orgasme appelle la petite mort, et qui revient à l'appartement, et juste sur ce focus, et où on voit aussi que le bouton de rose gâté et ce grumeau de sang, et donc là, qui devient aussi sensuel, tactile, parce que le grumeau, c'est... Voilà, on le sent, hein. Ouais, avec les doigts, je veux dire, je tactile, là, faut me voir, mais j'arrive plus à trouver mes mots, qui fait que tout cela est inclus dans un seul geste de sensation, comme un stroboscope en fait, tu vois, d'image qui apparaît. Le stroboscope qu'on retrouve aussi dans les fêtes, qui parcourt le... Moi j'ai tendance à dire le recueil, mais... Ouais, mais tu peux dire le recueil, hein. Ou le roman, ou le texte, ou le livre, et qui revient avec cette image en plus du bouton de la rose à la fois extrêmement lyrique, la grande poésie, mais aussi la vulve, évidemment, et ça c'est aussi pour ça que Mignonne allons voir si la rose, c'est aussi de ça dont parlons ça. Moi, c'est cette condensation des images dans ces passages notamment mythologiques que je trouve extrêmement hallucinante, et qui dit quelque chose d'halluciné et d'hallucinant, et que je voyais comme un état limite, ici par un ensemble de juxtaposition, mais qui fonctionne toujours par ces doublés qui s'inversent et se répondent en même temps, comme les deux corps s'inversent et se répondent. J'arrête là. C'est une très belle analyse. Merci. Donc ça, je l'aurai pas 2 fois. Hein, on va s'enregistrer, c'est bon. Oui, je vais écouter. Et on a un petit problème, elle s'est dit, malgré le fait que c'est que j'ai très envie de faire pipi. Non, mais on va rester là, je pense. Ok, d'accord. Non, mais je pense qu'on est bien à niveau vidéo, c'est tu super. veux continuer. Non, on coupera mon intervention inutile. Alors. Non, je pense pas. Alors, sauf si tu veux faire une pause et revenir. Non, ça va aller du coup. Moi, je pense qu'on est bien. Super. Il y a des choses que j'ai oubliées qu'on peut dire rapidement ou dont tu voudrais parler sur le recueil. Je pense que c'était tellement dense. C'est une vidéo longue là. Ouais, quand on en est à la fin de la tisane et au petit. Non, c'était super, merci beaucoup en tout cas. Mais vraiment, merci à toi. En tout cas, je l'ai pas dit, mais j'ai adoré. Donc. Et à la lecture et à la relecture, donc c'est très rentable. C'est le moment de soutenir les éditions Blast en plus. Et je vous dis à bientôt. Et boum. Go le pipi. Ouais.